Il est spécialisé dans le problème de la gériatrie, donc il s'intéresse plus particulièrement aux pathologies cognitives et aux problèmes de la mémoire. Et le titre de son exposé est Maladie d'Alzheimer, dépistage et avancée diagnostique. Et je lui cède la parole. Merci beaucoup, professeur Junot, pour cette introduction. Je suis très flatté de voir toutes ces personnes. Le premier test de mémoire, il est tout simple, c'est de vous souvenir du nom du service et du département. Si vous l'avez oublié, ce n'est pas bien grave, parce que ça va changer bientôt de toute façon. On est là donc pour parler un tout petit peu de la maladie d'Alzheimer. J'aimerais d'abord dire peut-être quelques mots pour expliquer un tout petit peu pourquoi finalement cette maladie nous préoccupe à cette époque-ci. Et puis ensuite, on parlera beaucoup donc du sujet du dépistage. Et puis surtout, on parlera à la fin un tout petit peu des raisons pour lesquelles il y a autant d'efforts faits autour du dépistage et du diagnostic précoce. Alors pour commencer, je ne sais pas par où vous êtes passé, mais je vous demanderai d'imaginer un lieu qui n'est finalement pas très loin d'ici, à une époque quand même qui est tout à fait autre, puisqu'on se situe aux alentours de 1900. Et puis, si on regarde un tout petit peu ce qui se passait à cette époque, non pas ici, mais à Francfort, donc si vous voulez bien vous transporter à l'hôpital de Francfort le 26 novembre 1901, il y a un médecin qui parle à sa patiente et lui demande quel est votre nom. Elle répond Auguste. Votre nom de famille, Auguste. Êtes-vous marié à Auguste? Alors il continue son examen, il fait un résumé. Et Auguste est une femme de 51 ans qui présentait un fort sentiment de jalousie envers son mari. Elle montra très vite des signes de dégradation importante de la mémoire. Elle était désorientée, elle déplaçait les objets n'importe où dans son appartement et les cachait. Quand on lui montre des objets, elle ne se souvient pas, après un court instant, de ce qu'elle a vu. Ceci, c'est la description du premier cas par Alzheimer de Auguste D., qu'il avait donc vu à Francfort à l'époque. Les personnes qui travaillaient en Francfort ont pu retrouver dans les archives de l'hôpital le dossier initial, avec une entrée en novembre 1901 et puis un décès en avril 1906. Il y a un certain nombre de photos à l'intérieur du dossier, dont on voit la une, qui nous donne un tout petit peu une idée de l'état de santé de Auguste D. Après son décès, Alzheimer a pu examiner le cerveau d'Auguste D. et il a dessiné ces lésions-ci, qui sont les lésions qui sont encore décrites de nos jours dans cette maladie, qui sont les lésions neurofibrillaires. C'est l'une des deux types de lésions qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer. Mais il faut dire qu'à l'époque, ça n'avait pas fait un énorme bruit. Ça a bien été décrit, ça a fini quand même un certain nombre d'années plus tard par apparaître dans un livre, mais personne n'en parlait et c'était une maladie assez peu connue. Alors si on continue à se replacer dans le passé, donc ici c'est à peu près la construction de l'Église russe, on est en 1860 à peu près, voilà à quoi ressemblait la pyramide des âges de la population suisse. Donc on voit une pyramide parfaite avec une base très large, tout en haut c'est très étroit, les hommes à gauche, les femmes à droite, et puis finalement chaque strate d'âge est plus importante que celle qui va la suivre, d'où le nom de pyramide des âges. Pardon. À l'époque en Suisse, il y avait 10 centenaires pour tout le pays et 650 nonagénaires. Donc je ne parle pas de Genève, je parle de la Suisse en entier.
Alors voilà ce qu'on appelle encore la pyramide des âges, mais ce qui n'est plus du tout une pyramide, en l'an 2000, on reconnaît encore une espèce de base et un aspect pyramidal, mais ici déjà la situation s'inverse en bas. Et puis si on s'intéresse à ce qui se passe tout en haut, donc vers les 85 et plus, voilà à quoi cette partie ressemblait en 1960. Et puis on augmente un tout petit peu, on passe à l'an 2000, et puis on passe aux prévisions pour 2050. Alors, si ce n'est pas assez impressionnant, je vous les passe vite. On a clairement l'impression qu'il se passe quelque chose de très important ici, tout en haut de la pyramide. C'est que non seulement il y a une augmentation très importante de la population âgée, mais surtout, cette augmentation porte sur la partie la plus âgée de la population, c'est-à-dire les 85 ans et plus. C'est celle qui croît le plus rapidement. Alors évidemment, ça a des conséquences. C'est qu'en l'an 2000, il y a plus 10 centenaires, il y en a presque 800, et qu'en l'an 2000, il y a plus 650 nonagénaires, mais il y en a 47 000. Alors ça a des conséquences de plusieurs types. La première peut-être, c'est que ça fait qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses à nous raconter. Jeanne Calment, en fait, avait connu Van Gogh. Elle n'en pensait pas grand-chose. Elle l'a trouvé un peu mal habillé, un peu sale, et elle n'avait pas du tout été impressionnée par le personnage. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des maladies qu'on voit relativement rarement à un âge jeune, et qu'on voit plus souvent à un âge plus avancé. Et donc forcément, ces maladies-là, on va les voir apparaître en plus grand nombre. Alors ça peut être par exemple la maladie de Parkinson, mais c'est certainement, au niveau des exemples, la maladie d'Alzheimer. Si on regarde la prévalence de la maladie d'Alzheimer, vous voyez qu'on a une courbe où c'est presque exceptionnel avant 60 ans. Pourtant, si vous vous souvenez, le premier cas décrit par Alzheimer, elle avait 51 ans. Très inhabituel de nos jours. Ça commence, en fait, ici, un tout petit peu, à 75, avec 5% de cette tranche d'âge, 75-79, qui va avoir cette maladie. Et puis, ça va augmenter jusqu'à 25 à 35% de la population des nonagénaires. Donc, si on est passé de 650 à 47 000 nonagénaires et que 25 à 35% vont faire la maladie d'Alzheimer, on peut comprendre qu'au début du XXIe siècle, on parle beaucoup de cette maladie, alors qu'au début du XXe siècle, on en parlait finalement très peu. Ce n'était pas un problème de santé publique majeur. Donc c'est une maladie qui va complètement changer le paysage de la santé au cours du XXIe siècle. Si je reviens un tout petit peu à l'époque d'Alzheimer, le nombre de personnes qui ont cette maladie et les estimations varient. Alors, je vous ai mis ici des chiffres de l'OMS. Estimation de 29 millions en 2020 dans le monde, de 37 millions en 2050. En tout cas, ce sont des très gros chiffres. C'est très difficile de savoir. Mais il y a eu des études récentes qui ont regardé les problèmes de santé dans les pays en voie de développement. Et ils ont tendance à montrer que parmi les 5-6 problèmes de santé majeurs qui vont survenir dans les pays en voie de développement, on retrouve de nouveau la démence. Ce sont des pays où le vieillissement démographique survient beaucoup plus rapidement. Ce qui s'est passé en une centaine d'années à peu près en Europe va se passer en à peu près une quarantaine d'années dans ces pays. Si on regarde pour la Suisse, ici ce sont les chiffres de l'association Alzheimer, en gros un peu plus de 100 000 personnes qui sont actuellement atteintes de la maladie. À Genève, 5 à 6 000 personnes, et puis entre 1 000 et 1 500 nouveaux cas par an. Alors, malgré cela, c'est un diagnostic qui est souvent fait trop tard. Ici, je vous montre des résultats qui sont déjà bien meilleurs que les résultats qu'on avait avant, au moins 10-15 ans auparavant. C'est une étude qui date de 2003, mais c'est une de ces études scandinaves fantastiques où 82% de toutes les personnes qui vivaient dans ce village ou cette petite ville de Lieto ont participé. C'est remarquable, on n'a malheureusement pas tous les ans des études comme ça. Et c'était toutes les personnes de plus de 64 ans, 1260, qui ont eu un examen pour voir s'ils avaient des difficultés cognitives.
Cette étude en a identifié 112. Et parmi les 112, ils sont allés regarder, les médecins qui s'en occupaient, les équipes médicales, est-ce que c'était mentionné? Alors, s'il y avait une démence légère, c'était mentionné dans un tiers des cas. S'il y avait une démence modérée, dans 46%, donc près de la moitié. Et si, même pour les démences sévères, dans les 3/4, c'est-à-dire qu'un quart n'était pas mentionné, ce qui veut dire que probablement n'était pas pris en charge. Et c'est déjà un des gros problèmes de ce type de diagnostic, c'est que souvent, les personnes vivent très seules avec ces diagnostics. Si le diagnostic n'est pas posé, qu'on vit avec la maladie, c'est très difficile d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher les traitements qui existent, d'aller chercher les soutiens qui existent. Et souvent, on se retrouve de plus en plus isolé avec son proche qui se trouve souvent aussi de plus en plus isolé. Donc un point clé, c'est certainement de poser le diagnostic de façon précoce, et j'expliquerai aussi pourquoi ça risque d'être important pour tous les travaux qui portent sur les traitements. Alors, quand y penser? Et on voit que ce n'est pas très facile. Diminution des activités et des loisirs. Alors, c'est vrai que si on n'a pas le droit de diminuer un peu ses activités et ses loisirs avec l'avancée en âge, c'est quand même assez commun. Difficulté avec les rendez-vous, ça c'est un peu inhabituel. Ça c'est important particulièrement pour les médecins qui voient les mêmes personnes pendant de nombreuses années, puis tout d'un coup la personne arrive le mauvais jour ou l'oubli, viendra la mauvaise semaine. Moi je me souviens d'un cas où c'était une patiente qui était arrivée le mauvais jour pour le repas de Noël. Et finalement personne n'avait énormément réagi, mais c'est en posant la question un an plus tard qu'ils se sont dit oui c'est vrai, on aurait dû penser que c'était quand même pas tout à fait normal. Perturbation, qu'est-ce que ça veut dire les AVQI? C'est les activités de la vie quotidienne instrumentale, c'est-à-dire les plus complexes, parce que c'est évidemment ce qu'il y a de plus complexe qui va poser problème d'abord. Et le plus important, c'est peut-être les finances, le plus sensible. Alors, il y a des gens qui ne sont jamais occupés des finances, comme ça, il n'y a pas de problème, on ne peut pas voir. Mais pour ceux qui ont payé, qui payent les factures, qui payent les traites, qui payent le loyer, etc., très souvent, un membre de la famille va reprendre en charge les finances parce qu'il y a eu des petites erreurs, parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des oublis, sans même penser que ça vaut la peine d'investiguer pourquoi une personne qui s'en est occupée toute sa vie, tout d'un coup maintenant a du mal à s'en occuper. L'utilisation des transports publics. Alors si c'est un trajet habituel, il n'y a pas de problème. Mais si tout d'un coup il faut faire un trajet nouveau, ou si les TPG décident de changer les appareils et d'en mettre des encore plus compliqués, où on ne sait jamais sur quel bouton appuyer, forcément, là, peut-être qu'il y aura des problèmes. La prise de médicaments, parfois une prise qui devient un petit peu aléatoire. Plus ça avance, des choses comme l'utilisation du téléphone. Finalement, le téléphone, il faut déjà se souvenir à qui on appelle, il faut se souvenir du numéro, il faut se souvenir des numéros qu'on a déjà faits. Sauf si on a les téléphones modernes, il suffit d'appuyer sur un bouton et puis on tombe tout de suite sur la personne que l'on cherchait. Là, c'est sûr, on ne se souvient plus du numéro. S'il y a des indices, finalement, la personne qui est la plus à même de faire ce diagnostic, c'est le médecin traitant. Le médecin traitant dispose d'un certain nombre d'instruments. Alors, ils sont assez connus. Il y en a un qui s'appelle le MMS, ou test de Folstein, qui regarde un certain nombre de choses, l'orientation, la mémoire, la capacité à calculer, quelques petits tests. Et puis, il y a un test très simple, qui est le test de la montre, qui consiste à faire dessiner, finalement, le cadran d'une montre et de marquer une certaine heure. Ce n'est pas parce que les tests sont positifs que quelqu'un a la maladie d'Alzheimer. Ce sont des tests de dépistage qui mettent la puce à l'oreille et qui disent peut-être qu'il faut aller plus loin dans les tests, dans l'évaluation. Parce que ça peut être plein de choses à ce stade. Ça peut être normal et c'est juste un mauvais jour. Ça peut être quelqu'un qui est plutôt déprimé. Ça peut être quelqu'un qui a une maladie somatique et puis qui ne va pas bien en ce moment-là, et puis ça affecte aussi la façon de penser finalement. Mais ça peut être aussi une maladie d'Alzheimer. Alors le médecin traitant, lui, va faire un certain nombre de tests, un certain nombre d'évaluations. Donc il va chercher un certain nombre de symptômes, et puis il va se demander si ça ressemble un peu à la maladie d'Alzheimer. Alors la maladie d'Alzheimer, c'est un début assez insidieux. On ne sait pas très bien quel jour ça a commencé. La progression est assez lente, et puis très relativement prévisible. Puis il va faire un examen neurologique, il va chercher des signes neurologiques, et probablement il ne va pas en trouver si c'est une maladie d'Alzheimer. Puis il va s'intéresser à toute une série
de fonction cérébrale où il va demander à une neuropsychologue de faire ses évaluations. Et puis les fonctions cérébrales qui nous intéressent, c'est la mémoire, on en a parlé, l'orientation. Les praxies, les gnosies, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de faire des gestes, et puis ce sont les reconnaissances. Les fonctions exécutives, et on en reparlera un tout petit peu à la fin, c'est la capacité à planifier, à s'organiser. Et puis le langage, ça c'est simple, c'est le langage. Finalement, après avoir fait cette évaluation, ces tests, on va souvent faire une image du cerveau. Ça peut être simple, un scanner, comme ce que je vous montre là. Ça peut être un tout petit peu plus compliqué, et puis on va essayer de poser le diagnostic. Alors, ça fonctionne assez bien, mais ce sont des diagnostics qui sont souvent posés dans des situations assez avancées. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir utiliser des tests, comme des prises de sang, comme une radio, pour pouvoir faire le diagnostic de façon beaucoup plus précoce. Et pour faire ça, finalement, on a choisi 3 axes de recherche. Le premier, c'est de regarder la structure elle-même du cerveau, parce que le cerveau est atrophique, il a perdu de la substance dans la maladie. Donc on se dit peut-être que si on peut regarder, qu'on peut trouver très tôt une atrophie du cerveau, peut-être qu'on peut faire le diagnostic. Et on a des moyens de regarder le cerveau de façon assez précise, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Et vous voyez ici une partie qui est affectée par la maladie, qu'on appelle la formation hippocampique chez une personne âgée qui a un fonctionnement cognitif normal, la même chez quelqu'un qui a un Alzheimer avancé. Vous voyez que la différence est très nette. Donc une chose, c'est d'essayer de faire des imageries un peu plus complexes, voire de les suivre. Alors ici, la partie que je vous ai montrée, elle est un peu en rouge. C'est quelqu'un qui avait un fonctionnement normal en 93. En 97, il y avait des petits troubles. En 2001, il y avait encore des petits troubles. Et puis en 2003, il y avait un Alzheimer. Et si on regarde la taille de cette partie rouge, on voit qu'au cours du temps, elle a quand même bien changé. Depuis ici jusque-là, elle est devenue plus petite. Mais bon, s'il fallait 10 ans pour faire le diagnostic, ce serait quand même un peu long. Donc ces techniques ont leurs défauts. Et on a des techniques d'imagerie qui sont bien améliorées, qui nous permettent de voir in vivo, en faisant une image du cerveau, les lésions que Alzheimer, lui, il a pu décrire en 1906. Alors, malheureusement, pas les lésions neurofibrillaires, mais l'autre lésion, qui est la déposition d'amyloïdes, on peut la voir. On peut prendre une photo du cerveau et la voir. Et ici, vous voyez, plus c'est rouge, plus il y a d'amyloïdes, plus c'est bleu, moins il y en a. Vous voyez ici une personne contrôle, donc il y a un fonctionnement cognitif normal. Il y a bien un peu d'amyloïdes, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis ici, la personne qui est Alzheimer, et on voit une différence assez nette. Et puis je peux vous montrer une autre image où on voit aussi de façon très très nette la différence. Ici, c'est la structure, comme tout à l'heure. Ici, c'est un marquage de l'amyloïde. Et ici, il y en a beaucoup chez l'Alzheimer. Ici, il y en a très très peu. Alors que si on regardait les 2 images en dessous, moi j'aurais du mal à faire la différence. Donc on peut maintenant regarder s'il y a de l'amyloïde dans le cerveau, et on peut regarder très tôt. Mais l'intérêt de voir les choses très tôt, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, dès les premiers symptômes, pour certaines régions, il y a 50% des neurones qui ont déjà été détruits, 50% des cellules nerveuses. Et ici, vous voyez un exemple. Voici les neurones chez une personne qui a un fonctionnement cognitif normal. Voici une personne qui a la maladie d'Alzheimer. On voit qu'il y a quand même des choses qui manquent ici, de façon assez importante. Et ça peut être quelqu'un qui a des signes encore relativement précoces. Donc, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est pas faire le diagnostic à ce moment-là, où il y a déjà plus de 50% des neurones qui ont disparu dans l'hippocampe, mais on aimerait le faire beaucoup plus tôt. Lorsqu'il y a très peu de symptômes, voire, si possible, pas du tout. C'est-à-dire, quelque part ici. Et tout le travail de toutes les équipes qui finalement cherchent à faire le diagnostic de façon la plus précoce possible, c'est en fait de passer de ce stade-ci à ce stade-là pour le diagnostic. C'est-à-dire un stade où il reste encore beaucoup de neurones, beaucoup de connexions entre les neurones, beaucoup de synapses. La première façon de faire, c'est de s'intéresser à ce qu'on a appelé les troubles cognitifs légers. Troubles cognitifs légers, finalement, c'est une zone un peu grise. Si vous vous plaignez de votre mémoire,
Si quelqu'un vous dit que vous avez une mauvaise mémoire, si votre médecin s'aperçoit que vous avez une mauvaise mémoire, mais que finalement vous vous débrouillez très bien dans la vie de tous les jours, quand on vous teste, on ne trouve pas grand-chose, sauf peut-être si on teste la mémoire, elle est un peu moins bonne qu'elle devrait l'être, vous êtes dans la catégorie des troubles cognitifs légers. Et puis la catégorie des troubles cognitifs légers, il y a tout dedans. La plupart du temps, ça va rester stable. Mais dans ce groupe, il y a des personnes qui vont s'améliorer, puis il y a des personnes qui sont en fait dans un premier stade de maladie d'Alzheimer. Il faut bien que ça commence quelque part, et ça commence par des signes légers. Donc, est-ce qu'on peut s'intéresser à ce groupe-là et faire le diagnostic chez cette personne? Alors, première chose, on a essayé de mettre le groupe encore plus étroit, encore plus petit. On s'est dit, il y a des troubles cognitifs légers, il y en a qui ont des troubles de la mémoire, puis il y en a qui n'en ont pas. Alors, ceux qui ont des troubles de la mémoire, on les appelait amnésiques, puis ceux qui n'en ont pas, on les appelait non-amnésiques. Puis après, quand on les teste, on s'aperçoit qu'ils ont soit que des troubles de la mémoire, on les appelle domaine unique, ou alors ils ont des troubles de la mémoire plus autre chose. Alors on va les appeler domaines multiples. Et puis quels sont ceux qui ont le risque le plus élevé d'évoluer vers une maladie d'Alzheimer? C'est ceux-là. C'est les amnésiques, domaines multiples. Puis on se dit c'est bien, mais on aimerait avoir quelque chose qui puisse être encore plus précoce. Alors vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai montré l'imagerie, le cerveau avec l'amyloïde. Alors on peut aller voir des personnes qui ont des troubles cognitifs légers, dont on a déterminé, puisqu'ils avaient ces troubles, qu'ils avaient un risque un peu plus élevé que d'autres personnes d'évolution vers une maladie d'Alzheimer, et faire les mêmes tests. Il y a des personnes qui ont fait le marquage à l'amyloïde. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une personne qui a un fonctionnement normal. Ici, c'est une personne qui a une maladie d'Alzheimer. Et ici, vous avez deux personnes, l'une à droite, l'autre à gauche, qui ont des troubles cognitifs légers. Ils sont dans cette zone grise. Seulement, on les a suivis. Celle-là, elle a fini par faire une maladie d'Alzheimer, et celle-là, non. Et puis, quand on regarde la quantité d'amyloïde qu'il y avait dans le cerveau au départ, on voit une différence énorme entre ceci et ceci. Donc, on se dit, avec cette imagerie, on peut prévoir encore mieux qui, très tôt, est à risque de développer une maladie d'Alzheimer. Alors ça marche bien, mais ça marche bien surtout chez les personnes de 60 ans, 70 ans, jusqu'à peu près 75-80, parce qu'après, avec l'âge, on accumule de l'amyloïde et ça devient de plus en plus difficile de faire la différence. Donc il faudrait trouver autre chose. Autre chose, c'est de nouveau s'intéresser à l'imagerie structurelle, mais de façon maintenant très précise. On regarde des toutes petites parties du cerveau, on suit l'évolution, et c'est tellement important, il faut des grands nombres pour avoir des résultats, qu'il y a maintenant un consortium international qui s'appelle ADNI. Alors c'est le nom anglais, mais il y a plusieurs dizaines de centres à travers le monde, et si vous regardez les pays, c'est quand même assez impressionnant, hein, puisqu'il y en a au Japon, Corée, Chine, en Europe, États-Unis, en Australie, qui se sont tous mis d'accord pour faire l'imagerie, pour prendre les images du cerveau exactement de la même façon, avec un premier modèle qui est exactement le même, pour pouvoir partout dans tous ces centres comparer les images entre elles. Donc très probablement, avec l'activité de ce groupe, on aura bientôt une méthode bien meilleure pour diagnostiquer relativement tôt quelles sont les personnes qui sont à haut risque de développer une maladie d'Alzheimer. Mais vous vous souvenez, quand je vous ai montré les petits dessins qu'avait fait Alzheimer quand il avait examiné le cerveau d'Auguste D, il y avait des lésions neurofibrillaires. C'est le deuxième type de lésion qu'on trouve dans le cerveau d'une maladie d'Alzheimer. Et malheureusement, celles-là, on ne peut pas les voir quand on fait une imagerie du cerveau. Donc on essaye de les mesurer. On ne peut pas les mesurer dans le sang, parce que ça n'a pas grand rapport avec ce qui se passe dans le cerveau. On les mesure dans un liquide où le cerveau baigne. Et c'est un liquide qui est dans la tête et qui court le long de la moelle épinière. Donc il est aussi au niveau de la colonne vertébrale, dans le rachis. C'est le liquide céphalo-rachidien. Et on va regarder dans ce liquide s'il y a des éléments qu'on retrouve dans les lésions neurofibrillaires ou dans les anomalies qu'on constate dans la maladie d'Alzheimer. Mais vous voyez qu'on arrive au niveau des groupes à faire des différences.
Par exemple, ici, c'est une protéine anormale appelée protéine tau. Elle est plus élevée chez les gens qui ont des troubles cognitifs légers qui vont progresser que chez les autres. Il faut regarder ces deux lignes horizontales. Mais là, sur ces schémas, chaque point représente un individu. Puis vous voyez bien qu'il y a quand même des individus qui sont là, qui ont progressé, qui sont pareils que ceux qui sont là, qui n'ont pas progressé. Pareil, ici, il y en a qui sont restés stables, ils sont pareils que ceux là-haut qui ont progressé. Donc c'est tout le problème, c'est qu'on arrive à faire des tests qui sont très bien pour différencier deux groupes, mais quand vous vous intéressez à un point, celui-là, ou à un point, un individu, ça devient beaucoup plus difficile de dire est-ce qu'il va faire la maladie ou est-ce qu'il ne va pas faire la maladie. Donc maintenant, on va essayer de partir de marqueurs qui différencient les groupes à des marqueurs qui vont différencier des individus. Alors je vais vous donner un exemple. Ici, c'est tout simple, c'est avec un électroencéphalogramme. Ça, c'est disponible partout. Et on fait faire une tâche. La tâche n'est pas très, très compliquée. La plus simple, c'est la tâche de détection. S'il y a une lettre qui apparaît à l'écran, il faut appuyer. S'il n'y a pas de lettre, on ne fait rien. Après, on complique un tout petit peu. Si la lettre est la même à la lettre qui est apparue juste avant, il faut appuyer. Sinon, on ne fait rien. Et puis après, on augmente la charge mnésique, donc la quantité de mémoire nécessaire, parce que là, du coup, on fait si la lettre est la même que celle qui est avant celle d'avant. Là, il faut appuyer. Et puis, on peut, vous imaginez, compliquer à souhait. On est arrivé jusqu'aux 3 bacs, mais plus, on a du mal. On a fait ces électroencéphalogrammes chez des gens qui avaient cette tâche, et on s'aperçoit qu'il y a une onde, un petit composant qui apparaît. Et puis, plus la tâche est difficile, plus l'onde est grande. Donc, cette onde, elle a l'air de dépendre de cette mémoire qui nous permet de faire cette tâche. Et cette mémoire, c'est la mémoire qu'on appelle la mémoire de travail. C'est la mémoire que vous utilisez pour faire le numéro de téléphone. C'est la mémoire que vous utilisez pour avoir une conversation. Pour avoir une conversation, il faut quand même se souvenir de ce que l'autre personne a dit, organiser ses pensées dans sa tête pour pouvoir répondre. Donc, c'est une mémoire, ça ne dure pas très longtemps, mais elle est clé. C'est celle, finalement, qui nous permet de garder quelque chose en mémoire 30 secondes, 1 minute, et travailler dessus. On s'est intéressé ensuite à des personnes qui avaient des troubles cognitifs légers, et on les a suivis pendant 1 an. Ceux qui sont aggravés, on les appelait progressifs, c'est les P, les autres étaient stables, c'est les S. Et puis on a eu la surprise de voir que chez les progressifs, la ligne là, on voit plus ce qu'on voit en pointillé ici, c'est-à-dire cette onde que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc ils réussissent à faire le test. Il n'y a pas de problème pour faire le test, ils n'ont pas de problème avec la mémoire, paraît-il, en tout cas pas pour le test. Mais par contre, quand on regarde l'électroencéphalogramme, on s'aperçoit qu'ils font le test de façon très différente et que dans un groupe, ceux qui vont progresser, voilà, il y a une onde qui manque. On peut ensuite regarder le reste des activités cérébrales. Tout ça pour vous dire que quand on combine toutes ces activités cérébrales, on arrive à utiliser ces valeurs pour essayer de classifier est-ce que quelqu'un va évoluer ou ne va pas évoluer. Est-ce que quelqu'un va progresser ou rester stable? Et quand on utilise ces classifications, on a raison dans 90% des cas. Donc on arrive maintenant de façon très précoce, alors qu'il n'y a presque pas de problématiques, des problèmes tout à fait légers, à prédire, du moins dans des conditions de recherche, les personnes qui vont évoluer vers la maladie d'Alzheimer et les personnes qui ne vont pas le faire. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, ça? C'est important pour le traitement. Si on regarde un tout petit peu les traitements dont on dispose actuellement, ce sont des traitements qui, en fait, affectent la façon dont les neurones se parlent entre eux. Vous avez ici un dessin avec 2 neurones, finalement. Vous avez celui-ci qui a envie de communiquer avec celui-là. Et pour communiquer, il va mettre dans cet espace qu'on appelle la fente synaptique, qui est l'espace entre les neurones, un produit chimique. Ce produit chimique va transmettre une information entre 2 neurones, on appelle ça un neurotransmetteur. Et dans la maladie d'Alzheimer, un des neurotransmetteurs qui est affecté est l'acétylcholine.
différents neurones utilisent différents neurotransmetteurs pour communiquer, mais dans la maladie d'Alzheimer, entre autres, ceux qui utilisent l'acétylcholine fonctionnent moins bien. Donc on a essayé de réparer ça de toutes sortes de façons différentes, puis finalement la façon qui a marché, c'était d'essayer de garder le plus longtemps possible l'acétylcholine dans cette fente pour qu'elle active le deuxième neurone et qu'elle transmette cette information. Et ça nous a donné toute une série de médicaments qu'on utilise actuellement, qui sont l'Aricept ou le donépésil, l'Excellon ou la rivastigmine, et puis la galantamine ou le réminil, qui sont 3 médicaments de la même famille. Ils vont augmenter l'activité de l'acétylcholine, ils vont améliorer la transmission entre 2 neurones qui utilisent l'acétylcholine pour se parler entre eux, et ça va avoir un effet sur les symptômes. Mais ça n'aura aucun effet sur la maladie. Donc le traitement, il agit sur les conséquences, et il agit sur les conséquences au niveau d'un neurotransmetteur. Or, il y en a beaucoup qui sont affectés dans la maladie, raison pour laquelle le traitement a une efficacité modeste. Et surtout, il ne va pas empêcher la maladie d'évoluer. L'autre médicament qu'on possède, qui est la mémantine, il n'a pas tout à fait le mécanisme, mais il agit aussi sur un neurotransmetteur, ce n'est pas le même. Celui-là s'appelle le glutamate, il est beaucoup plus répandu. Mais finalement, ce sont les 2 familles de médicaments dont on dispose actuellement. Alors c'est important, elles existent, avant on n'en avait pas. Elles ont un effet sur les symptômes, donc il faut les utiliser. Mais elles ont un effet sur les conséquences de la maladie, et elles n'ont pas d'effet sur l'évolution de la maladie. Si on veut voir des médicaments qui ont un effet sur l'évolution de la maladie, il faut commencer très tôt, quand tous les neurones sont encore là, quand toutes les connexions sont encore là. Parce qu'évidemment, une fois que plus de la moitié des neurones ont été détruits, ça devient bien difficile d'agir sur le cours de la maladie. D'où l'importance de développer des diagnostics très précoces lorsqu'il y a eu très peu de destruction neuronale. La deuxième chose, c'est qu'il faut une hypothèse autour de la cause, parce qu'on ne la connaît pas très bien. Première hypothèse, c'est que l'élément toxique, c'est l'amyloïde. Il y a des raisons pour cela, parce que vous savez qu'il y a des très rares familles, très très rares, où la maladie d'Alzheimer se transmet d'une personne à l'autre dans la famille. Bon, vous avez à peu près une chance sur 2 d'avoir la maladie. Et dans ces familles-là, il y a des modifications génétiques qui ont été découvertes, et elles ont toutes à faire avec l'amyloïde. On s'est dit, si dans les familles qui font la maladie d'Alzheimer de façon très jeune, avec une grande fréquence, il y a une anomalie dans les gènes ou des modifications dans les gènes qui codent pour l'amyloïde, peut-être que l'amyloïde est le problème. Et toute une série de traitements ont été utilisés pour essayer de se débarrasser de cet amyloïde. Alors, je ne vais pas passer tous en revue, mais actuellement, celui qui a le vent en poupe, c'est l'immunisation. Et il y a une vingtaine d'études en cours, soit avec des vaccins, soit avec des anticorps, pour essayer de se débarrasser de l'amyloïde. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que se débarrasser de l'amyloïde, on peut le faire. Ici, c'est des exemples de cerveaux de personnes non traitées et de personnes traitées. Vous voyez la différence, elle est très très nette. Donc c'est quelque chose qui est possible. La problématique, c'est que dans la première étude chez l'homme, il y avait des cas de méningoencéphalite, donc de maladies graves. Évidemment, l'idée de donner une maladie grave à quelqu'un qui en a déjà une, ce n'est pas vraiment un traitement. Donc ces études ont été interrompues, de nouveaux produits ont été développés qui n'ont pas ces effets secondaires et qui sont à l'étude, dont on va voir s'ils sont tolérés et surtout s'ils sont efficaces. Il y a d'autres études aussi, en particulier autour des lésions neurofibrillaires, mais on est beaucoup moins équipé, ou autour des enzymes qui servent à la production de l'amyloïde. L'amyloïde vient d'une grande molécule, on peut la couper de différentes façons par des enzymes, et il y a des façons de couper cette molécule qui seraient plus toxiques que d'autres. Donc on essaie aussi d'agir sur les enzymes pour essayer d'avoir de l'amyloïde qui soit le moins toxique possible. Donc en attendant qu'on fasse ces recherches justement sur les personnes les plus précoces, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire?
Est-ce qu'il y a des stratégies préventives qu'on peut mettre en place? Et peut-être que je terminerai là-dessus. Elle aborde des choses qu'on a oubliées au cours du temps. Hein, mais il y a une étude très importante sur le traitement de l'hypertension chez la personne âgée qui a regardé très spécifiquement l'effet sur le fonctionnement cognitif. Alors, ça n'a pas été le cas de toutes ces études. Et toutes les études n'ont pas forcément trouvé la même chose. Mais celle-ci, elle est partie avec l'idée de très bien mesurer le fonctionnement cognitif. Elle l'a fait. Elle s'est rendue compte qu'en traitant l'hypertension, on diminuait de moitié l'incidence de démence, et on diminuait en particulier de moitié le risque de faire une maladie d'Alzheimer. Vous voyez, traiter 1000 patients pendant 5 ans, ça permettait de prévenir 19 cas. Toutes les études n'ont pas montré ça, mais certainement traiter l'hypertension, c'est une chose qui est importante. Bonne hygiène de vie. Alors, il y a beaucoup d'études qui font un rapport entre la nutrition, l'obésité à l'âge moyen et puis le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Alors, moins la nutrition est bonne, plus on est en surpoids, plus le risque d'avoir une maladie d'Alzheimer plus tard est importante. Surtout, l'exercice. L'exercice physique semble être une modalité très intéressante pour diminuer le risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. Et il y a beaucoup d'études en ce moment qui sont en train d'essayer de déterminer combien d'exercices, de quel type, etc. Utiliser son cerveau. Alors, ça, c'est bien. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est l'idée de la réserve cérébrale. Et ça, c'est une idée qui est quand même très importante. On peut s'attaquer à la maladie en essayant de comprendre les causes, en essayant d'arrêter l'évolution, en essayant de traiter les symptômes. Mais c'est vrai que des personnes différentes ne vont pas faire la maladie de la même façon. Elle apparaîtra peut-être pas au même âge, ou elle apparaîtra ou n'apparaîtra pas. Elle évoluerait peut-être pas de la même façon. Ce qui sous-entend qu'il y a des personnes qui se défendent mieux que d'autres. Quelque part, il y aurait des personnes qui auraient une meilleure réserve cérébrale que d'autres et qui pourraient finalement encore fonctionner relativement correctement malgré des pertes de neurones ou des pertes de communication entre les neurones. Et il y a un certain nombre d'éléments qui ont tendance à montrer ça. D'abord, plus le niveau d'éducation est élevé, plus le risque de faire une maladie d'Alzheimer diminue, plus on le fait tard. Mais évidemment, ça, il y a des biais, hein, parce que peut-être qu'on a un niveau d'éducation élevé parce que justement, on avait un cerveau qui fonctionnait très bien et qu'on avait une réserve cérébrale. J'aimerais vous montrer des résultats tout récents qui n'ont pas ce biais, qui sont assez intéressants, et je pense qu'ils pourraient s'appliquer à des pays comme la Suisse. C'est une étude qui a été faite au Canada, mais qui a regardé finalement les personnes qui sont bilingues versus les personnes qui sont monolingues. La plupart des personnes qui étaient bilingues, il y en avait une partie qui étaient des gens issus de l'immigration, donc souvent le niveau d'éducation était plus faible, le niveau socio-économique était plus faible, par contre ils étaient bilingues versus les monolingues. Vous voyez qu'il y en avait à peu près la moitié dans chaque groupe, et c'était toutes des personnes qui ont eu la maladie d'Alzheimer. C'est comme ça qu'ils les ont choisis au départ. Ils ont la surprise de voir que les premiers symptômes sont apparus en moyenne plus de 5 ans plus tard, chez ceux qui étaient bilingues que chez ceux qui étaient monolingues, et que le diagnostic avait été fait en moyenne 4 ans plus tard. Comme si quelque chose avait protégé les bilingues. Alors on ne sait pas très bien ce que c'est. Il y a eu un article dans Science qui a fait quelques propositions, qui a revu un tout petit peu un certain nombre de tests qui sont faits chez les bilingues et chez les monolingues, si je puis m'exprimer ainsi. Et l'idée est que, justement, les personnes qui sont bilingues ont des fonctions exécutives qui sont plus développées. Les fonctions exécutives, vous vous souvenez, j'en avais parlé tout à l'heure, c'était cette capacité de s'organiser, de planifier, de focaliser son attention plutôt sur une chose que sur une autre, tout ce qui nous sert à fonctionner dans la vie de tous les jours. Alors, il y a ce merveilleux dessin dans Science de ce monsieur. Alors, il est déjà un tout petit peu distrait par l'odeur de, je ne sais pas si c'est des hot dogs ou que sais-je, qui se retrouve là-dedans. Il a mal au genou, donc là aussi, c'est une information qui vient à son cerveau.
Il y a un monsieur qui lui dit visiblement des choses extrêmement intéressantes. Et puis lui, pendant ce temps-là, il y a aussi de la musique, il y a quelqu'un qui klaxonne. Et puis il voudrait penser à ça, et puis il pense aussi en même temps à pourquoi est-ce que ma femme m'a dit ça, et puis aussi au score du match de baseball, etc. Donc l'idée est que quelque part notre vie moderne est une vie qui est pleine d'informations qui nous arrivent tout en même temps, et que nous devons trier et prêter attention à ce qui pour nous serait plus important et d'autres choses qui sont moins importantes. Et il semblerait que les personnes bilingues ont une plus grande facilité à faire les tris. Deuxième chose qui est assez intéressante, c'est qu'il y aurait une différence au niveau de la flexibilité mentale. Alors, la flexibilité mentale, c'est on vous donne, par exemple, un test avec certaines règles, puis au milieu, on change les règles. Alors, il faut quand même un certain temps pour réapprendre la nouvelle règle. Eh bien, les bilingues, ils réapprennent la nouvelle règle plus rapidement que les monolingues. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, ils ont essayé ça chez des tout petits enfants, ça commence très tôt. On donne un mot à l'enfant, c'était, si je me souviens bien, l'eau vu l'eau, un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Et puis on lui montrait une poupée à gauche sur un écran, et ils s'aperçoivent que petit à petit, le petit enfant va automatiquement regarder vers la gauche de ce grand écran. Puis après, ils ont changé la règle, c'était plus l'eau vu l'eau, mais c'était l'eau vu, et puis la poupée était à droite. Et les enfants qui étaient élevés dans des familles bilingues et de façon bilingue ont mis 6 essais pour s'apercevoir qu'il fallait changer de règle, et les autres ont mis 9 essais. Donc c'est quelque chose qui apparaîtrait assez tôt. Bon, je ne sais pas si c'est très très important de savoir distinguer l'eau vu de l'eau vu l'eau, mais peut-être que pour d'autres choses, ça pourrait être un peu plus utile. La question que j'ai trouvée assez intéressante posée par l'auteur de cet article, c'est, bon, ça c'est bien, si on est bilingue, on gagne 5 ans. Si on sait 4 langues, est-ce que ça veut dire qu'on gagne 20 ans? Alors, je ne sais pas, rien ne prouve que ce soit linéaire, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était des résultats intéressants qui ont quelque part rapport avec cette idée de réserve cognitive, qui est un concept qu'on étudie de plus en plus actuellement. Donc, en conclusion, la maladie d'Alzheimer, qui finalement est passée relativement inaperçue au moment où elle a été découverte et décrite, est devenue un problème de santé majeur du XXIe siècle. J'espère vous avoir montré qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans l'approche diagnostique, avec des marqueurs de plus en plus performants qui nous permettent de faire des diagnostics de plus en plus tôt. Et c'est intéressant de faire les diagnostics tôt, parce que c'est là qu'il faut faire les études pour essayer de bloquer l'évolution de la maladie. On a des traitements symptomatiques qu'il faut utiliser, c'est les médicaments dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais on a surtout des cibles thérapeutiques qui sont peut-être en rapport avec le cours de la maladie. J'ai parlé un peu de l'amyloïde, j'ai parlé un peu des lésions neurofibrillaires, mais il y en a aussi d'autres qui sont à l'étude. On a des stratégies préventives, et on a surtout une recherche qui est active et qui doit encore s'intensifier. Merci beaucoup de votre attention. Je remercie très vivement le professeur Gold de son exposé et de cette excellente mise au point lucide, et néanmoins avec quelques espoirs pour le futur. Comme d'habitude, il va y avoir une pause d'une dizaine de minutes pendant lesquelles ceux qui veulent poser des questions peuvent le faire par écrit et remettre leur bulletin aux hôtesses qui circulent dans les rangs. Nous nous retrouvons donc dans une dizaine de minutes. Merci. C'est quoi ça déjà? Ah non? C'est quoi ça déjà? J'ai ramené ça des États-Unis.
Bien, il y a également un nombre record de personnes qui sont restées pour entendre les réponses aux questions. C'est vraiment un sujet d'un intérêt particulier. Je me demande pourquoi. Alors, peut-être vous pouvez vous mettre là pour profiter d'un autre micro. Très bien. Le glutamate étant aussi utilisé en cuisine chinoise n'est pas toléré par chacun. Quel est le remplacement de cette matière? Oui, le monosodium glutamate est un exhausteur de goût qui est utilisé dans certaines cuisines, en particulier la cuisine chinoise. Ceux qui ne la tolèrent pas, malheureusement, je ne suis pas un spécialiste en cuisine chinoise, alors je ne sais pas si le sel ou la sauce au soja ou la sauce au haricot noir remplacent avantageusement le glutamate. Malheureusement, mes capacités culinaires sont modestes en ce qui concerne la cuisine chinoise. Par contre, il n'y a pas de risque, si on prend du glutamate monosodique, on ne demande pas de risque de maladie d'Alzheimer. La Tribune de Genève a parlé d'une recherche faite à l'hôpital concernant le dépistage de la maladie d'Alzheimer. Cherche-t-on encore des cobayes? Où peut-on s'adresser? Oui, c'est une question très importante parce qu'en fait, autant la recherche est très active dans beaucoup de domaines, autant on a vu par exemple pour le cancer, les volontaires se présentent régulièrement pour la recherche ou pour le sida, autant pour la maladie d'Alzheimer, la recherche est vraiment freinée par le manque de volontaires. Donc les personnes qui sont volontaires, je vous propose tout à fait de nous contacter. Je suis en général au courant d'à peu près toutes les études qui ont lieu dans le domaine, donc vous pouvez téléphoner à mon secrétariat, je vous donne le numéro, ma secrétaire va beaucoup aimer ça, le 022 305 65 30, donc le 022 305 65 30. On peut aussi me joindre par courriel pour ceux qui ont le courriel par ordinateur. C'est assez simple, c'est gabriel.gold, donc c'est mon nom, gabriel.gold, arrobase, et comme partout, OHUG, hcuge.ch, donc hcuge.ch. C'est bien la première fois que je vois quelqu'un qui veut être un cobaye spontané. Je vous remercie, c'est très important. Peut-on différencier par la simple observation clinique les dysfonctionnements cognitifs d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer et d'une personne atteinte de dépression? Alors, on peut bien sûr les différencier. La simple observation clinique, c'est peut-être un peu simple, mais il y a des tests et des évaluations qui nous permettent de différencier. Dans certains cas, c'est un petit peu difficile, et souvent dans ces cas-là, en fait, on offre un traitement pour la dépression et on regarde s'il y a un changement au niveau des signes. Le dépistage et puis quoi? Point d'interrogation. Médicaments? Point d'interrogation. Alors beaucoup de choses. D'abord, le dépistage, c'est important pour ne pas rester seul avec la maladie, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc bien sûr, il y a des médicaments. Il y a aussi des soutiens. Les soutiens sont importants pour la personne qui est malade, mais aussi souvent pour les proches qui ont besoin d'avoir des informations, besoin de savoir comment réagir dans certaines situations. Il y a une association Alzheimer qui peut aider. Il y a souvent des décisions à prendre pour l'avenir. Plus le dépistage est précoce, plus on est informé, plus on peut participer à toutes ces décisions et plus on peut avoir des discussions importantes pour des décisions qui pourraient peut-être être prises par la suite. Donc je crois qu'il y a beaucoup de raisons d'essayer d'avoir un dépistage précoce. Quel est l'effet des éléments traces dans le régime? Par exemple, sélénium, aluminium, zinc, etc. Est-ce que ça vaut la peine de prendre des suppléments avec vitamines, par exemple? Alors, pour la plupart des vitamines, ça a été assez étudié. La vitamine qui a montré quelques résultats était la vitamine E. Ça demandait des doses très importantes, de l'ordre de 2000 unités internationales par jour, donc c'est des très grosses doses de vitamine E. Et les résultats étaient relativement modestes. Pour la plupart des études avec les autres vitamines, pour l'instant, il n'y a pas de résultats positifs dans l'Alzheimer. Pour les éléments, là, les inquiétudes sont plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les personnes se sont plutôt inquiétées d'avoir certains éléments, en particulier l'aluminium. Il y a eu beaucoup écrit dessus, sur la base de certaines études épidémiologiques. Dans certains endroits où il y avait plus d'aluminium dans l'eau, est-ce qu'il y avait plus de risque de maladie d'Alzheimer? Et puis surtout, il y a de l'aluminium dans les plaques amyloïdes qu'on retrouve dans le cerveau. Mais en fait, quand on regarde, il y a de l'aluminium et plein d'autres choses dans ces plaques. Elles servent en fait à collecter ce qui se trouve par là.
On a fait beaucoup d'expériences avec des animaux en particulier pour essayer de leur donner une maladie d'Alzheimer avec de l'aluminium de toutes sortes de façons différentes. Et puis plus on regarde ces résultats avec l'aluminium, plus ils semblent tout à fait fortuits. Et en fait, il n'y a pas vraiment de raison de penser que l'aluminium ait quoi que ce soit à voir avec la maladie d'Alzheimer. Donc on est revenu de cette inquiétude de l'aluminium. Pouvez-vous nous parler des facteurs déclenchants de la maladie d'Alzheimer s'il y en a? Alors, il peut arriver à la suite de traumatismes crâniens, ça peut être le cas. Très souvent, on peut avoir la maladie, puis il arrive quelque chose d'autre par-dessus, un accident vasculaire cérébral par exemple, et là, les symptômes vont apparaître alors qu'avant, peut-être, ils étaient relativement cachés. Ceci dit, on ne connaît pas vraiment beaucoup de causes de maladie d'Alzheimer. On connaît certains facteurs qui augmentent le risque, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, les facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension, l'obésité, le cholestérol élevé, la sédentarité, et certains qui diminuent le risque, comme l'exercice, utiliser son cerveau, et puis on avait parlé un tout petit peu du bilinguisme. Il faut diagnostiquer très tôt. Que font les médecins traitants, médecins généralistes de famille, pour diagnostiquer, au moins identifier les premiers risques? Alors, il y a beaucoup de formations qui sont maintenant faites pour ces médecins, parce que pour certains d'entre eux, c'est une maladie dont on parlait encore peu quand ils ont fait leurs études. Les médecins de Genève sont maintenant bien formés dans le domaine. Ils ont à leur disposition des tests de dépistage, et puis ils peuvent toujours, en cas de questions ou d'interrogations, envoyer chez un spécialiste, donc par exemple pour nous, à la consultation mémoire de Genève. Est-ce que la substance aspartame a une influence négative sur le développement de la maladie d'Alzheimer? Il n'y a aucun élément qui permette de penser cela. Réponse précise. Oui, j'essaie d'être court parce qu'il y a beaucoup de questions, donc j'essaie de résumer. En tout cas, pas pour la maladie d'Alzheimer, je ne parle pas de l'aspartame pour autre chose. Afin d'avoir des diagnostics précoces, faut-il inciter les gens à faire des tests très tôt, par exemple à 50 ans? Comment vivre avec un diagnostic positif à un âge relativement jeune? 50 ans me paraît beaucoup bientôt. Comme vous l'avez vu, la prévalence est rare, donc la maladie va être très rare à 50 ans, et si on fait des tests, on risque de trouver des tests qui sont ce qu'on appelle, nous, des faux positifs, c'est-à-dire le test est positif parce que de temps en temps, il est positif même chez des gens normaux, mais en fait, il n'y a pas de problématique. Donc je crois que 50 ans, c'est trop tôt. Il vaut mieux attendre quelques indices, et puis si on a des inquiétudes, en discuter avec son médecin traitant, c'est la personne qui est la plus à même ensuite de décider s'il y a quelque chose d'inquiétant qui mérite une évaluation, ou si au contraire, il n'y a pas d'évaluation ultérieure méritée. Problème de l'acétylcholine. Il y a des médicaments prescrits contre l'incontinence à des personnes âgées, par exemple détrusitol, Vesicaire. Et d'autre part, l'effet contraire, quel médicament qui serait contre l'Alzheimer? Que faire? C'est tout à fait juste. Il y a beaucoup de médicaments qui sont prescrits qui ont justement pour effet secondaire de diminuer l'effet de l'acétylcholine. Et puis ceux que vous avez cités ont cet effet. Alors, ce n'est pas ceux qui ont le plus, parce qu'ils ont tendance à agir essentiellement au niveau de la vessie et un petit peu moins ailleurs. Donc en général, ils sont plutôt assez bien tolérés. Tolterodine, détrusitol, Vesicaire. Par contre, il y a d'autres médicaments qui ont des effets secondaires, et chaque fois que quelqu'un, à la suite d'une prise médicamenteuse, peut-être n'est plus tout à fait comme avant, paraît un peu plus perdu, un peu confus, il faut se poser la question si le médicament n'a rien à faire dans cette histoire. Parce que j'ai parlé un tout petit moment des états confusionnels, donc des raisons pour lesquelles les gens pouvaient parfois avoir des difficultés cognitives qui n'étaient pas la maladie d'Alzheimer. Et puis il faut savoir que la première cause d'état confusionnel, c'est souvent les médicaments. Donc c'est important de regarder ça, et c'est une chose que font en général les médecins traitants si jamais il y a une problématique cognitive, c'est de regarder qu'est-ce qui est traité. Au niveau de la recherche scientifique et des expérimentations en cours, quelle est la part de Genève dans l'étude de cette maladie et plus largement en Suisse romande? La part de Genève est assez importante. Genève est connue pour beaucoup de travaux, aussi bien dans la maladie d'Alzheimer que dans des maladies qui sont apparentées relativement proches, comme par exemple sur la démence vasculaire.
Il faut savoir aussi que le congrès le plus important sur le traitement de la maladie d'Alzheimer est le congrès qui s'appelle Springfield Geneva. C'est un congrès qui a lieu tous les 2 ans, une fois sur 2, c'est à Genève. C'est un congrès qui réunit 1500 personnes et tous les grands spécialistes sur le traitement de la maladie d'Alzheimer, et ils portent uniquement sur le traitement. Donc Genève est assez connue dans ce domaine, d'une part pour ses recherches, d'autre part aussi pour l'organisation de ce congrès et ses enseignements. Est-ce que le bilinguisme qui se forme seulement à 20 ou 30 ans est aussi efficace qu'il peut l'être dès la petite enfance? Avant de répondre, je m'aperçois que je n'ai pas répondu pour la Suisse romande. Alors, il y a aussi évidemment des personnes à Lausanne qui travaillent dans ce domaine, et aussi au niveau de l'EPFL, il y a des gens qui font de la recherche dans le domaine. Donc, la recherche est active partout en Suisse romande sur la maladie d'Alzheimer. Pour le bilinguisme, je ne peux pas répondre à votre question, je ne sais pas. L'étude qui a été faite portait sur des gens qui étaient bilingues depuis l'enfance, donc je ne sais pas du tout si plus tard ça protège ou ça protège pas. Peut-être la suite au prochain numéro, peut-être qu'on aura d'autres études où on saura. Et c'est une bonne question. Si on est trilingue, est-ce que c'est 2 fois la protection d'être bilingue? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est une bonne question. C'est la question qui avait été posée dans Science. Donc vous voyez, ce n'est pas une question négligeable. L'utilisation des médicaments autres que pour traiter l'hypertension peuvent-ils contribuer au développement de la maladie d'Alzheimer? Il n'y a pas de médicaments qui ont été clairement associés au développement de la maladie d'Alzheimer. Il y a, comme on en a parlé tout à l'heure, des médicaments dont les effets secondaires sont de diminuer l'acétylcholine. Évidemment, chez une personne qui a la maladie d'Alzheimer, prendre ces médicaments-là, ce n'est pas une bonne chose puisqu'elle a déjà des déficits en acétylcholine. Et certains de ces médicaments sont par exemple des médicaments qui sont utilisés pour traiter les troubles du comportement. Donc il faut faire attention dans les choix pour bien choisir les médicaments chez les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer et éviter des médicaments qui pourraient empirer la situation. Mais on ne connaît pas de médicaments qui causent la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'une nourriture très saine permet de remédier un peu à l'arrivée de la maladie? Bon, c'est certainement une bonne chose pour plein de choses. Oui, il faut avoir une nourriture très saine, ou en tout cas une nourriture saine. Faire de l'exercice, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça diminue le risque de la maladie d'Alzheimer, effectivement. Ce sont des études qui nous viennent de Scandinavie, ou en tout cas dans ces pays-là. Le fait d'avoir une nourriture saine et un cholestérol plutôt bas, le fait de manger du poisson, des oméga 3 était protecteur, même si malheureusement on a une étude très récente qui est sortie ce mois-ci qui a montré que l'administration d'huile de poisson, en tout cas de DHA, qui est une huile du poisson, était sans effet sur la survenue d'une maladie d'Alzheimer. Donc les choses sont quand même compliquées. Probablement, c'est plusieurs choses en même temps qui apportent la protection. Donc, manger sainement, avoir une bonne hygiène de vie, faire de l'exercice, tout ça, de toute façon, c'est bien pour un tas de choses. Et c'est probablement aussi bien pour l'Alzheimer. Cette maladie peut-elle être héréditaire? Si oui, comment se prémunir? Elle est héréditaire dans très peu de cas, hein, c'est moins de 3% des cas. Sinon, il y a des facteurs de risque. Un des facteurs de risque peut être effectivement génétique, où il y a un gène qui existe sous différentes formes, le gène APOE4. Et dans certaines formes, le risque d'avoir une maladie d'Alzheimer est un peu plus important que dans d'autres. Mais en fait, si on regarde les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer, on en trouve chez les gens qui ont les 3 formes de ce gène. Donc il ne peut pas vraiment être utilisé pour le diagnostic. Il est utilisé un petit peu pour le risque, et comme on ne peut pas intervenir, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. D'autant plus que, comme toujours dans ces situations-là, c'est une chose de prédire le risque pour un groupe d'individus, c'est autre chose de prédire le risque pour un individu unique, et souvent, on n'est pas à même de faire cette prédiction correctement. J'aurais une question à ce propos, dans la mesure où le nombre de patients avec Alzheimer a cru de façon très importante récemment et qu'on développe cette maladie en général après 75 ans, c'est très difficile de pouvoir savoir si elle est héréditaire ou pas. Oui, c'est effectivement une partie de la problématique, c'est qu'il y a des gens qui disent « Ah, ben, il suffit de vivre jusqu'à 130 ans et tout le monde aura la maladie d'Alzheimer ». Donc, pour essayer de répondre à cette question, on essaie de regarder si les fréquences augmentent au grand âge ou si la courbe que je vous ai montrée s'infléchit.
Alors pour la maladie d'Alzheimer, on n'a pas encore tout à fait la réponse, mais je peux vous dire par exemple que pour la démence vasculaire, qui est une maladie associée, la courbe a tendance à s'infléchir. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'au-dessus de 90 ans, une fois qu'on a dépassé les 100 ans, eh bien, le risque commence de nouveau à diminuer. Pour l'Alzheimer, je ne sais pas, et je ne sais pas si je le saurai. Je crois que ce sera peut-être les suivants qui pourront nous le dire. Périodiquement, l'aluminium est mis en cause, possible élément déclenchant. Qu'en pensez-vous? Vous l'avez évoqué. Je crois que j'en ai déjà parlé. Je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter vis-à-vis de l'aluminium. La plupart de ces données ont été revues et l'aluminium ne semble pas être en cause. Comment expliquez-vous le fait qu'en Suisse, il y a moins de cas d'Alzheimer que dans d'autres pays? Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait le cas. Mais alors, pour compter les cas d'Alzheimer, il faut évidemment les diagnostiquer. Ça, c'est la première chose. C'est vrai que la population suisse est à risque parce qu'elle a le facteur de risque le plus important. C'est une population qui a le vieillissement démographique le plus important. On vit très très vieux en Suisse, probablement plus vieux que dans beaucoup d'autres pays. Donc de ce côté-là, on a un risque augmenté. Par contre, c'est vrai que le niveau d'éducation est aussi très élevé. Donc peut-être que de ce côté-là, il y a un certain nombre de protections. Et puis si j'ai choisi de parler un peu du bilinguisme, c'est pas pour rien. Donc peut-être qu'il y a des protections inhérentes à la Suisse, je ne sais pas. Le manque de vitamine B12 a-t-il une influence? Alors ça a une influence sur beaucoup de choses, le manque de vitamine B12, un fonctionnement neurologique, ça peut avoir une influence aussi sur le sang, ça peut donner des anémies, ça peut aussi effectivement avoir des influences sur le fonctionnement cérébral. Donc chez les personnes qui n'en ont pas assez, souvent un traitement de vitamine B12 est prescrit. Néanmoins, il n'y a pas de lien direct entre vitamine B12 et Alzheimer. Donc il y a bien des personnes qui peuvent avoir des difficultés cognitives qui n'ont pas assez de vitamine B12. Il faut avouer que dans la plupart des situations, quand on corrige le niveau de vitamine B12, les déficits cognitifs en général restent, ce qui prouve qu'ils n'étaient probablement pas tout à fait liés à ça. Mais je dirais qu'en général, c'est pas bien de ne pas avoir assez de vitamine B12. Ça vaut la peine de devoir doser sa vitamine B12 et puis d'être traité si elle est basse. Vous parlez du risque d'hypertension pour la maladie d'Alzheimer. Est-ce que les autres risques cardiovasculaires peuvent aussi provoquer cette maladie, par exemple cholestérol, diabète, fumée, obésité, stress? Oui, tous. La réponse est rapide. Hein. On a longtemps pensé que le tabac protégeait de la maladie d'Alzheimer, mais en fait c'est parce qu'on l'utilisait. Chaque fois que quelqu'un fumait, on disait qu'il faisait une démence vasculaire. Évidemment, on s'est rendu compte que c'était faux et qu'une fois qu'on fait les diagnostics correctement, tous les facteurs de risque, y compris le tabac, sont des facteurs qui augmentent le risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. L'avantage du tabac, c'est qu'on a 2 fois plus de chances de mourir avant d'avoir un Alzheimer. Des réactions et les comportements... Chacun sa spécialité, si je me souviens bien. Les réactions et les comportements des proches d'un malade ont-ils une influence dans la qualité de vie de celui-ci et même dans l'évolution de la maladie? C'est une question fondamentale. Oui. D'abord, les proches sont très affectés par la maladie. La façon dont les proches gèrent la maladie va agir sur les proches eux-mêmes, mais aussi va agir sur le patient, et ça a été clairement démontré. Et nous avons mis en place à la consultation mémoire une consultation de soutien individuel pour les proches, spécifiquement pour ces raisons. Ça fait déjà 3 ans que nous l'avons mise en place à l'aide de la Fondation Lennart, qui nous a donné un coup de main pour pouvoir initier ce projet. Et ça fait une très grosse différence dans beaucoup de situations. Il y a des proches qui se débrouillent très bien sans soutien. Mais le fait de pouvoir se tourner quelqu'un lors des moments de crise, qui peuvent être soit les moments du diagnostic, soit des moments de troubles de comportement, dont certains peuvent être très déstabilisants, soit autour de moments difficiles comme envisager placement, pas placement, est-ce qu'on a fait des promesses, est-ce qu'on est à même de pouvoir tenir les promesses qu'on a faites. Tout ça sont des moments difficiles et ça peut être très utile de pouvoir parler à quelqu'un dans ces situations-là. Ma mère étant atteinte de la maladie d'Alzheimer, je voudrais savoir où je pourrais faire des tests pour diagnostiquer s'il y a un risque pour moi. Alors il faut aller voir votre médecin traitant, c'est lui qui est le plus à même de vous diriger. À Genève, il y a une consultation mémoire. S'il estime qu'il y a un problème, il peut vous rediriger vers la consultation mémoire. Dans l'histoire, avant 1900, les historiens ont-ils pu détecter des cas au travers des écrits, rapports, etc.?
Alors, il y a des cas de démence qui sont décrits depuis bien longtemps, y compris dans l'Égypte antique. On ne sait pas si c'est des cas de maladie d'Alzheimer, parce qu'évidemment, la maladie, on ne la connaît que depuis 1906, donc c'est difficile. Les premiers cas de démence vasculaire ont été correctement décrits aux alentours du XVIIIe siècle, mais probablement tous ces cas existaient avant. Simplement, on n'avait pas de diagnostic précis. Effet de l'utilisation d'Internet? Moi, je dirais que c'est plutôt un plus. Je pense qu'on a dit de faire travailler le cerveau, garder le contact, garder une activité sociale, tout ça sont des bonnes choses. L'Internet permet parfois d'avoir des informations, d'avoir quand même un certain contact, une certaine socialisation, même s'il est assez particulière sur Internet. Et puis certainement de faire travailler son cerveau. Donc moi, je dirais que c'est plutôt un plus. Y a-t-il un lien entre la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson? La maladie de Parkinson est parfois associée à des troubles cognitifs ou à des démences. On appelle ça le Parkinson démence ou la maladie à corps de Lévy. Si on regarde le cerveau, ce n'est pas tout à fait le même type de lésion, ce qu'on appelle des corps de Lévy, et ça donne des symptômes qui sont aussi un tout petit peu différents. Ce sont souvent des personnes dont l'état cognitif fluctue énormément d'un moment à l'autre. Souvent, elles ont des hallucinations visuelles, et puis ça s'accompagne de ce qui ressemble un petit peu à une maladie de Parkinson, donc un ralentissement, une difficulté à bouger, à marcher, un tremblement parfois. Probablement cette maladie est quand même complètement différente de la maladie d'Alzheimer. Donc pour nous, on les différencie, on considère qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Néanmoins, elles ont une chose en commun, c'est que les traitements proposés pour la maladie d'Alzheimer fonctionnent très bien pour la démence à corps de Lévy ou pour le Parkinson avec des troubles cognitifs. Donc dans ces deux situations, on utilise aussi les médicaments qui ont été développés pour la maladie d'Alzheimer. On m'a dit que je ne pouvais pas participer au dépistage organisé à Genève parce que j'ai un stent au cœur et que c'est incompatible avec l'examen IRM. Quid? Alors on peut tout à fait d'abord faire des dépistages sans examen IRM, donc il faut pas, si vous avez des inquiétudes, c'est tout à fait possible de faire des dépistages. Ce qui est peut-être plus difficile, c'est de participer à des études où les choses sont souvent très strictes à l'intérieur d'une étude. Mais faire un dépistage si on a un stent, c'est tout à fait possible. Voilà, on arrive au bout de cette liste record de questions. J'aimerais encore remercier le professeur Gold pour la qualité de son exposé et sa disponibilité pour toutes ces questions. Et je crois que c'est la dernière réunion de la section médicale. Je vous remercie de votre participation et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Vous voulez les garder? Oui. Oui. Vous pensez aux oestrogènes particulièrement? Alors il y a eu toute une époque où effectivement on pensait que les oestrogènes étaient protecteurs. Il y a beaucoup de types d'oestrogènes différents. Il y a maintenant eu une bonne série d'études avec les oestrogènes. Malheureusement les résultats sont négatifs, donc c'est pas particulièrement protecteur. Oui, il y a eu toute une période où on pensait que c'était même une bonne piste, mais malheureusement la piste s'est tarie. Pour l'instant. Oui. C'est moi qui ai posé la dernière question sur le stent au cœur. Oui. J'avais téléphoné à Mme Rodriguez. C'était pour les examens qu'ils ont fait, ça parlait dans les journaux. Alors pour une étude, c'est possible qu'on ne puisse pas le faire. Hein. Dans le cadre des études, les choses sont très strictes, c'est-à-dire il faut pouvoir faire les tests qui sont écrits dans l'étude. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un dépistage. Simplement, on ne peut pas participer à cette étude-là. On peut participer... Le stent est en acier, à moins qu'il soit, je dirais, s'il est magnétique. Oui, mais peut-être qu'il y en a qui sont insensibles, faits dans un métal qui n'est pas affecté par les champs magnétiques. Je
pense qu'il faudrait, oui. Il faut demander au cardiologue. Il faut demander à la personne qui vous l'a mis, je pense, hein, qui va pouvoir vous dire si ce stent-là pose Madame problème. aimerait connaître le numéro. Oui, C'est alors sur la- 305, 65, 30. Oui, parce que j'ai essayé d'appeler plusieurs fois et j'ai jamais Pour réussi. participer Oui, oui. j'avais reçu ça et je trouvais que vous pouvez bien demander des personnes à mon santé. Oui, oui, tout à fait, oui, oui, c'est parfait. C'est pour ça. Merci beaucoup. Excusez-moi, il y a une question que je voulais poser que je n'ai pas tout à fait. Oui. C'est moi qui avais levé la main à la fin. J'avais entendu dire que les Japonais avaient beaucoup moins de maladies dégénératives, y compris les aînés, parce qu'ils mangent beaucoup de soja, des choses comme ça. Est-ce que c'est exact finalement? Alors en fait, les Japonais avaient pendant très longtemps des taux de démence vasculaire très élevés, des taux d'Alzheimer très bas. On a rapporté qu'ils avaient des taux de démence vasculaire très élevés et des taux d'Alzheimer très bas. En fait, ils avaient aussi différentes façons de faire les diagnostics. Une fois qu'on a tout remis à plat, il semblerait qu'ils n'aient pas une protection particulière. Je ne sais pas. Je me pose la question, j'ai aucune idée. Ouais. Il faut bien se venger, il n'y a pas de raison. Je vous en prie. Vous savez, je suis la femme de Ernoldé. Ah, très bien. Oui. Il vous salue, il voulait venir cet après-midi, mais il doit s'occuper des petits-enfants. Ah, C'est moi d'accord. qui suis venue. Très Et bien. il m'a dit, si tu peux aller te sauver, tu le sais. Merci Il a beaucoup. beaucoup apprécié. Bon, c'est bon, vous avez tout fait. Merci beaucoup.